On se retrouve avec Juliette pour parler d'amour. À garage. Alors j'en conviens, parler d'amour dans un garage, sacrée combinaison. Mais je vous rassure, ce n'est pas un vrai garage, sinon ce serait un chouïa glauque, vous ne trouvez pas ? Vous vous doutez bien qu'on n'est pas ici pour réparer une voiture. Promis, ce sera beaucoup mieux. Yallah, je t'emmène. Alors garage n'a en réalité pas grand-chose d'un garage, si ce n'est ce côté hangar de cet immense Algeco posé sur un flanc de colline. Le soir, les jeunes s'y entassent et le bruit monte à mesure que des verres sont consommés. La musique est forte, tout le monde crie. Un bar comme un autre, somme toute. Si vous voulez être sûr d'y croiser du monde, il faut venir un jeudi soir, veille de week-end. Une partie de la jeunesse de Ramallah s'y retrouve. Je dis une partie de la jeunesse parce que c'est plutôt la jeunesse dorée, les intellectuels, les artistes des milieux plutôt aisés de la bulle de Ramallah, sur laquelle on reviendra, mais un peu plus tard dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, je monte l'escalier de pierre pour rejoindre Juliette. En arrivant en haut de l'escalier, je plisse les yeux. J'avais oublié les lumières rouges qui m'agressent la rétine et m'empêchent de voir où elle s'est installée. Ah si, la voilà. Elle me fait un signe de la main. Ok, je suis en pleine hésitation. Ou sinon... non mais sinon une citronnade, tiens, allez-y, soyons fous. Juliette est française, elle détonne un peu ici. Grande, blonde, aux yeux verts, et puis elle est toujours élégamment apprêtée. C'est un peu la parisienne à Ramallah, genre Emily in Paris mais en Juliette in Ramallah. Comme pour parfaire son image de parisienne, elle me dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps et qu'elle est un peu stressée. J'ai peur de raconter des bêtises. Est-ce que t'as des questions Avec Juliette, on parle toujours de tout et de rien. Enfin non en fait. Comme elle et moi sommes françaises en Palestine, on partage cette position aussi singulière que banale de se retrouver entre deux feux. Ici en Palestine, on ne pourra jamais comprendre complètement la situation des Palestiniens et Palestiniennes, et la manière dont ils se sentent. Et là-bas en France, personne ne comprend vraiment pourquoi on vit ici, pourquoi on reste vivre ici, et comment on a pu autant s'éprendre de la Palestine. Eh bien, une des explications, c'est aussi qu'on s'est chacune éprise de quelqu'un ici. Et donc, inévitablement, il y a des questionnements qu'on partage. L'amour, ça devrait être un sujet qui allège les cœurs, qui les égaye à coups de paillettes dans les yeux et de papillons dans le ventre. Mais en Palestine, forcément, c'est encore une autre histoire. Alors il y a bien les paillettes et les papillons, mais il y a aussi la réalité. Et vous allez voir que l'amour, c'est une fois de plus un sujet tout trouvé pour parler de l'enjeu des privilèges qu'ont les étrangers par rapport aux Palestiniens dans leur propre pays. On en avait déjà parlé dans l'épisode 1, où on avait bien compris qu'en tant qu'étrangère, j'avais cette immense chance de pouvoir venir en Palestine. Dans le 3e épisode, on avait compris que je pouvais m'y déplacer à ma guise, et dans cet épisode, vous allez voir que la question va se poser encore d'autres manières. Alors, ça veut dire quoi ? Aimer dans cette réalité qui est celle de la Palestine. Commençons par le commencement. Déjà, comment on se rencontre ? Juliette commence à m'expliquer comment elle a rencontré son amoureux, et puis elle s'interrompt. Est-ce qu'on peut changer les noms ou pas ? Et figurez-vous que c'est aussi la première chose que m'a demandé Wissam. First thing first is our real names. Ah oui, alors il faut quand même que je vous présente Wissam. Hello. C'est donc l'amoureux de Juliette. Il est palestinien et vit à Ramallah. Tout comme Juliette, Wissam est un homme occupé et ne pouvait pas être avec nous à garage ce soir-là, alors on s'est retrouvés plus tard pour papoter. Yeah, very busy these days, yeah. Wissam est assez grand, brun, les cheveux courts et puis il a des petites lunettes rondes à la Harry Potter. Et justement, c'est le cinéma qui les a réunis. Mais ça, ils vous le raconteront juste après. Parce qu'il fallait quand même qu'on s'arrête sur la question. Sous couverture, on change les noms. Alors pourquoi je choisis des noms d'emprunt ? En fait, à partir du moment où Israël se rend compte qu'on est en relation avec un Palestinien, ou même qu'on entretient des relations amicales avec des Palestiniens, peut utiliser ça pour nous empêcher d'entrer sur le territoire, à tout moment. Yeah, we don't want anything that could affect her chances of getting a visa, you know. Et en fait, comme toute information peut être utilisée contre nous, on est un peu obligé, je pense, toute personne qui a vécu en Palestine et qui a fréquenté des Palestiniens, que ce soit amicalement ou amoureusement, on est un peu obligé de développer des stratégies pour se protéger. So it's better to stay anonymous. Vous vous souvenez ? C'est aussi ce que je vous avais dit dans l'épisode 2, qu'on ne devait pas trop en dire sur nos liens avec la Palestine et les Palestiniens. Forcément, avec un amoureux là-bas, on fait attention parce qu'être interdit de territoire, ce serait la fin de la possibilité de se retrouver. Alors, on ne dit rien. Mais à nous, Juliette et Wissam ont accepté de nous raconter comment ils se sont rencontrés.
She was living in Jerusalem at the time for like a month or less even. Et lui ne pouvait pas aller à Jérusalem. Donc en fait, on s'est rencontrés à Ramallah lors d'un festival culturel à ce moment-là. She works in the cinema field, just like me. So she came to Ramallah at the time where there was a film festival, the Palestine Cinema Days was happening. Je pense que même au début de notre relation, il y a eu un frein qui était son intolérance au lactose. Je me suis dit en bonne française que s'il ne pouvait pas manger de fromage, ça n'irait pas bien loin. The first time I met her, I thought that she was really, really tall. But she was quite attractive actually. The first person I thought I could be with who's taller than me. She's taller than me. So. And I am quite tall actually. She had just got the position and she was new. So I ended up showing Juliette around and this is how we got to know each other. And it's where we had our first kiss actually. Et alors ensuite, une fois qu'on se rencontre, on va où exactement? Que font des amoureux à Ramallah? Yeah, well, it's complicated. In Ramallah, I mean, you're still in the Middle East. Même si c'est une ville qui est assez libre, on est quand même dans une société qui est une société de la pudeur, où tu vas pas te tenir la main dans la rue à moins d'être marié, et encore, on peut pas s'embrasser, on peut pas se prendre dans les bras. But Ramallah, particularly, like the city of Ramallah where I live, is a bit more open, I would say, than the rest. But it's kind of formulated by several bubbles. La bulle de Ramallah. Ce n'est pas qu'une image, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle ici. So you have a bubble of artistic people who go to certain places. So we have our own little bubble, let's say, where we can socialize, we can go to a small number of places. Donc voilà, des cafés, des bars, des centres culturels par exemple. En fait, la relation amoureuse, elle relève du champ de l'intime et donc de l'intérieur. Et donc voilà, c'est la relation, on ne l'expose pas au grand jour. Mais donc oui, les dates vont souvent se faire plutôt dans ces endroits-là. Ou sinon à la maison, petite pizza dans le jardin et voilà quoi. Et bien que cette bulle soit souvent un espace de liberté plus ouvert pour des amoureux, et Wissam et Juliette ont précisé une chose intéressante. Le fait que Juliette soit une étrangère et ce que ça change dans la perception des gens dans la société palestinienne. Especially when it's a foreigner, actually. En tant qu'étrangère, il y a quand même ce truc où on te voit, t'es blanche dans la rue, on ne peut pas trop te couper. Et donc il y a à la fois ce truc où tu sens que t'es un objet de curiosité, tu peux être un objet de désir. There is kind of maybe a stereotype that foreigners, Westerners specifically, not any foreigners, like people from the West, they are more open. So when you're walking together in the street, even as friends, like if I'm walking with a foreigner female friend, you will get certain looks, judgy looks. Le fait que Juliette ne soit pas palestinienne pose donc différentes questions. Il y a donc bien sûr les différences culturelles, mais ça c'est une chose à laquelle tous les couples mixtes sont confrontés, vous me direz. Là où la question devient un peu plus particulière, c'est sur la question du où se retrouver. On parlait du visa pour Juliette un peu plus tôt, mais vous pourriez me dire, ok, mais si c'est compliqué pour Juliette de rejoindre Wissam en Palestine, eh ben Wissam n'a qu'à la rejoindre en France, non? C'est vrai ça. D'aucuns pourraient dire que c'est quand même une sacrée chance de pouvoir fuir toute cette violence. Aller vivre la Dolce Vita en France où on peut se déplacer librement entre les villes, où on peut se rendre à la capitale sans avoir besoin d'un permis, et où on peut se tenir la main et se bécoter sur les bancs publics. Alors j'ai posé la question à Wissam. I don't plan to live abroad, hopefully. Things don't get terrible, we don't have the second part of the genocide in the West Bank. But as things are right now, I don't really have any plans of living abroad. I could go abroad to visit, I could do a year or two just for the sake of the relationship. But on the long term, my business, my career, everything, my family is here. Bon, ça je crois qu'on peut tous l'entendre. Ta carrière, ta famille, toute ta vie est à un endroit où donc tu préfères rester. Mais ce n'est pas la seule raison que va mentionner Wissam. Et moi qui pensais qu'il allait m'expliquer à quel point c'est compliqué pour les Palestiniens et les Palestiniennes d'obtenir un visa pour la France et surtout en ce moment, en fait, c'est sur un autre terrain qu'il nous emmène. Au contraire même pour lui. Il m'explique que dans son domaine, ce serait même le choix de la facilité. En fait, pour lui rester, c'est aussi un choix politique. The fact that I have this kind of urgent sense that I'm needed here. You know, it's kind of a bit of a responsibility also as a Palestinian to be in Palestine and give what you can through whatever field you work in to the cause of Palestine. For example, I work in the film industry and in art before that. This is actually a career path that opens many doors for me, especially in Europe. Especially in France, countries like France or Belgium, where they value art and culture. And if you're good at what you do, it's much easier
for me to travel and even get a residency in France if I want to. And because of that, many people do leave. Many people go to Europe, and it leaves the field here a bit lacking, especially when it comes to developing the industry, teaching, educating the next generation who will take it over, and of course, creating, like the actual creation when you don't have everybody you could have, it's challenging. So I feel the responsibility that just being here and working in my field is participating in our act of resistance and resilience. Choisir de rester. Juliette a cette formule qui résume plutôt bien la situation. Les choix n'ont pas les mêmes implications. Pour moi, par exemple, le fait de vivre à l'étranger, c'est toujours parce que je suis à nouveau dans une position privilégiée. Ça va être une expatriation, ça va être une aventure. Pour lui, même si c'est venir en France, ce sera toujours un exil. Alyosha Schneider, un chanteur et comédien, a cette formule qui résume parfaitement le dilemme. Dans sa chanson, il demande « Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ?» It is a big problem in their relationship, actually. It is the problem of our relationship. We don't really fight. I mean, we see eye to eye on so many things. I mean, I feel very lucky for that. Ideologically speaking, we agree on where it matters, we agree on everything. But the problem is the physical ability to be together. De manière générale, le danger qu'on représente pour Israël en étant amis ou en couple avec des Palestiniens, c'est simplement en fait de voir de l'intérieur ce qui se passe et donc de pouvoir être témoin d'une réalité qui est la réalité sur place, mais qui est en fait aux antipodes du discours que eux tiennent et de la manière dont eux souhaitent se présenter au monde. Et donc on risque par la suite d'être des relais d'un discours qui va à l'encontre de l'image que eux souhaitent présenter au monde, mais qui est pourtant la réalité des Palestiniens sur place. If you are in a relationship or dating or in love with a Palestinian, you understand the perspective of a Palestinian, at least understand it enough to know that Israel is an occupation, it's a colonial project. And in that sense, you're also not welcome. Donc en fait, tout est fait pour empêcher ces étrangers de vivre sur place. Peut-être que dans vos oreilles, ça sonne un peu complotiste ou un peu exagéré, je ne sais pas. Mais pour montrer que ce n'est pas que de la parano gratuite, Juliette me parle d'un texte qui avait été discuté au Parlement israélien fin 2022. C'est une loi qui s'adresse principalement aux étrangers et qui consiste à contraindre toute personne qui entre en relation avec un Palestinien à déclarer officiellement auprès des autorités israéliennes sa relation dans les 30 jours suivant le début de la relation. Ça permet à Israël d'avoir un moyen de nous suivre et potentiellement de nous empêcher l'entrée sur le territoire. If you declare it will end up in you being probably deported and maybe denied the next visa or whatever. C'est quand même ahurissant, non ? Imaginez-vous. Vous vous éprenez d'un Colombien, disons, et vous allez le voir en Colombie. Vous devrez donc déclarer aux autorités colombiennes « Nous nous sommes mis en couple à telle date et ça fait donc plus de 30 jours que nous sommes ensemble. » J'imagine que peu de gens, même en France, au bout de 30 jours à fréquenter quelqu'un, peut se proclamer officiellement en couple avec cette personne. We were at the time, still dating, and maybe we haven't had the talk at the time. It's like, okay, I'm supposed to declare that I'm dating a Palestinian. I haven't declared to him. We don't even have a label for the relationship. What do I declare? You know what I mean? On n'est pas vraiment sûr de la date où on s'est mis ensemble. Est-ce que c'est quand on s'embrasse pour la première fois ? Ou est-ce que c'est quand on se dit « je t'aime » pour la première fois ? Ou quand on se dit qu'on est en couple pour de bon ? J'avoue, je me vois mal avoir ce genre de débat avec un agent de l'immigration à une frontière. Enfin bref, inutile de s'étaler, ce texte n'a finalement pas été adopté. Mais si vous pensez que les difficultés s'arrêtent là, non, je pense qu'à ce stade, vous avez bien compris que rien n'est simple. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Juliette quand elle a parlé de sa rencontre avec Wissam ? C'était une petite phrase à la volée, alors concentrez-vous, je vous la repasse. She was living in Jerusalem at the time for like a month or less even. Et lui ne pouvait pas aller à Jérusalem. Juste là, lui ne pouvait pas se rendre à Jérusalem. Et donc par extension, nulle part de l'autre côté du mur, puisque comme pour tous les Palestiniens de Cisjordanie, il faut à Wissam le fameux permis. I am a citizen of the West Bank. And as a citizen of the West Bank, I have no access to what we refer to as occupied land of 1948, which you know as Israel, and Jerusalem. And in order to cross this border, I need to apply for a crossing permit. And this permit, over 90% of the time, is denied. So it gets really complicated. We cannot go to many places together, but she can go with her foreign friends. Donc non seulement il n'y aura pas de grandes retrouvailles romantiques à l'aéroport entre des amoureux qui ne se sont pas vus depuis des mois, mais en plus de ça, ça crée une différence entre les deux, et pas une petite différence. Moi qui viens en Palestine 2 ans, j'ai plus de droits que lui, qui vit pourtant dans son propre pays.
j'ai plus de droits en termes de déplacement, de tout. C'est-à-dire que en fait, au sein du couple, on n'est pas égaux puisqu'on n'est pas égaux en droit. Légalement, on n'a pas les mêmes droits. Par exemple, dans un week-end lambda, à me dire bon bah tiens j'ai envie d'aller à la mer, je pars sans lui, mais j'avais beaucoup plus de mal, je me sentais coupable en fait de profiter des droits que j'avais et que lui n'avait pas, alors que c'est des droits fondamentaux normalement de pouvoir simplement se déplacer librement dans ton pays, quoi. Et c'est aussi ce que Wissam m'explique, avec le même exemple d'ailleurs. Pouvoir aller à la mer. Si vous prenez une carte sous les yeux, vous verrez que tous les accès à la mer sont par-delà le mur qu'un Palestinien de Cisjordanie ne peut légalement franchir qu'en obtenant le fameux permis. Et donc Wissam m'explique même que cette différence, ça a été la raison pour laquelle il s'est séparé d'une ex-partenaire. And I've had this issue with a previous relationship actually. It was one of the main problems we had. I was dating a girl from Spain. And being Spanish, she had a need to go to the beach. It was a thing, you know? Like every weekend during the summer, it's beach day. And for her, it was also a big problem that I could not share this thing with her. It's her passion, the sea, the beach, you know what I mean? Eventually, it was one of the main causes why our relationship didn't work. It's the privilege she had and the rights I were denied. Parmi les différences de droits et donc de privilèges, il y a donc l'accès au territoire, mais pas que. C'est ce que Juliette m'explique. On est inégaux économiquement, parce que moi j'étais là-bas en tant qu'expat qui du coup gagnait bien sa vie, et que lui, en fait, comme tout Palestinien qui vit sous occupation, l'économie est aussi extrêmement fragilisée, et donc la plupart des Palestiniens en fait financièrement s'en sortent pas, ils sont dans une très grande précarité. Et donc je pense que peut-être que pour lui aussi ça peut être une forme de violence, une violence économique qu'il a pu subir dans le fait que en fait effectivement généralement quand on sort, en fait c'est moi qui dégaine la carte bleue et qui paye parce que ça me semble normal que la personne qui a le plus d'argent dans le couple le paye. Donc je pense qu'à plusieurs reprises, ça a pu être sujet de tension où lui était là, mais en fait non, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être le Palestinien qui, et même aux yeux par exemple des serveurs du bar, de renvoyer l'image du Palestinien qui en fait s'est juste trouvé une expat blanche riche pour l'entretenir, quoi. Différence de liberté de mouvement sur le territoire, différence en matière économique, et la liste n'est pas terminée. Les fois où on a pu être aussi traumatisé avec les incursions de l'armée à Ramallah, en fait on sait à chaque fois qu'on est dans des positions où on est blanche, on est française, on est privilégié, enfin voilà, on n'est pas du tout des cibles, ni pour les colons, ni pour l'armée israélienne. En fait on est témoin en permanence de la violence, mais sans en être la cible. Et en même temps on a pu, je pense, être témoin de moments un peu traumatisants, à savoir quand l'armée débarque en pleine nuit à Ramallah, il passe 6h30 et où on voit des centaines de Palestiniens qui sont livrés à eux-mêmes parce que la police est rentrée chez elle et n'a plus le droit d'opérer, et où on voit juste des mecs de 18 ans péter les trottoirs pour récupérer des pierres et être habillés en jean et en t-shirt avec 3 cailloux pour se défendre face à 25 chars blindés de l'armée et des centaines de soldats surentraînés et suréquipés. Et ça peut être des moments qui sont un peu traumatisants. Enfin, moi, par exemple, c'est un moment qui m'a énormément marqué parce qu'en plus, ça s'est passé sous nos fenêtres et qu'on entendait les tirs et les explosions toute la nuit. Mais j'imagine que c'est un moment qui a dû être encore plus traumatisant pour lui et que moi, finalement, j'avais pas forcément la légitimité à dire cet événement-là m'a traumatisé alors que cette violence n'était pas dirigée contre moi et qu'en fait, à aucun moment, j'aurais pu, moi, être en position justement d'insécurité ou de danger par rapport à lui. Alors même si j'ai détesté avoir à le faire, j'ai demandé à Wissam comment lui se sentait par rapport à ça, cette différence de traitement où l'un a des privilèges que l'autre n'a pas dans son propre pays. Et sa réponse était intéressante parce qu'il a commencé par me dire que, comme vous pouvez vous l'imaginer, ce n'est pas un sentiment des plus agréables, et puis il est revenu sur ce qu'il disait. Écoutez. Imagine, having different privileges. Well, it felt terrible. It felt terrible. And second of all, I feel like as Palestinians, we have grown thick skin when it comes to this issue. Like it's our everyday life. It doesn't affect us that easily. We've been accustomed to having almost no privilege of any kind, where it becomes our normal life. Like we have adapted our lives to it. Actually, this may be out of our topic, but I think it's an important point. If you look at most Palestinian young people, they don't even understand the rights that they are denied. They don't even realize what we live under is not normal, because that's all they know. They've been born into the situation, they've been raised into it, their family is adapted around it, so they adapt the same lifestyle until they travel abroad. And there are many people who never travel and never understand what it is. But once you travel abroad, it's the big shock.
Non Wissam, ce n'est pas hors sujet du tout. Au contraire même. C'est en plein dans le mille pour que nous, qui vivons dans un pays de liberté et a fortiori en ce moment où on se voit confronté à la question de la restriction de nos libertés petit à petit, nous nous rendions compte à quel point ils sont précieux ces droits et libertés que nous avons et que nous prenons parfois un peu trop pour acquis. Ça pour le coup c'était un aparté. Mais pour en revenir à notre sujet, j'ai demandé à Wissam si c'était quelque chose que lui-même avait vécu en venant en Europe, ce choc. Et sa réponse est sans appel. Of course. I remember actually, but the first time I went to 2 different countries in Europe. So I went to France and I crossed into Spain. I had a really big shock. Arriving at the airport in Spain, and that was it. You arrive and you just enter the country. This is normal for you maybe, but I felt like I was doing something illegal. I started looking for security people. Where do I go? Where do I get checked? Do you want to search me? Like, I cannot just enter like that. So it was a big shock. Like, wow, I can just go from one country to another without anybody asking me what you're doing here. En fait, quand j'ai demandé à Wissam s'il avait vécu ça, réaliser tous les droits qu'on n'a pas alors qu'ils vont de soi ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait à la pelle des exemples. This summer, I was visiting France, visiting Juliette, and we went to Marseille together. And I remember walking by the river, I don't know if it was the river or canal or whatever, and just seeing the people jumping, little kids just having no worry in the world, jumping and trying to see who has the most athletic jump and the most photogenic pose in midair. And it's like, wow, like the things that you can do when you have no worries. You don't need to worry about crossing a checkpoint or being searched or being watched. And this is just the little things that you face every day. Obviously, we're not talking about midnight raids and attacks and smelling tear gas, like just even the simple things of movement. And I was telling Juliette that like it's crazy the privilege these kids have that allows them to have a normal life. They don't even appreciate it or understand. They're just having fun on the river, and it's like, wow, I've never had something like that in my childhood. C'est donc à ce point-là que la différence de droits et donc de privilèges se pose, et au sein d'un couple aussi. Alors, comment on fait quand cette différence s'immisce dans tous les aspects de la vie, même l'amour, même l'intimité d'un couple? En fait, moi, je reste quelqu'un d'extrêmement privilégié dans ce couple, face à quelqu'un qui, lui, n'a pas les mêmes droits que moi. Et je pense que ça, c'est un réajustement qui n'est pas évident à faire, de justement réussir à construire une relation qui soit saine, stable. Et lui a toujours été dans cette position de « mais non, mais ne t'excuse jamais de ressentir ce que tu ressens, et tes craintes sont légitimes, et tes frustrations sont légitimes, et n'oublie pas ». A normal situation under an abnormal context. Une situation normale dans un contexte anormal. Je leur ai demandé s'ils avaient un exemple d'une situation normale dans un contexte anormal. Quelque chose qui pourrait nous arriver n'importe où, mais qui aurait pris une autre ampleur, puisque précisément, on n'est pas n'importe où. Préparez-vous, c'est loin d'être une histoire banale. De toute façon, je pense que maintenant vous avez bien compris qu'ici, rien ne se passe comme ailleurs, alors on va prendre le temps d'écouter cette histoire peu banale. Un jour, par exemple, je l'ai mis vraiment en danger, de mort, sans même m'en rendre compte. It was also early on, and she was new, she didn't understand the situation. J'ai eu beaucoup de problèmes de voiture sur place. Et donc j'avais la première voiture que j'avais, qui était une vieille voiture, une vieille Peugeot un peu décrépite, et qui en fait n'a pas duré longtemps, qui a tenu 6 mois et qui a fini par rendre l'âme. Et en fait un jour, je rentrais toute seule de Jérusalem, j'allais à Ramallah, et en fait ma voiture tombe en panne devant l'entrée d'une colonie, juste avant de bifurquer pour aller au checkpoint, et en fait à l'endroit où il y a systématiquement des soldats qui sont postés et qui ont leurs armes pointées directement sur les conducteurs. Et donc problème de moteur, le moteur se met à fumer, donc j'arrête tout de suite la voiture, panique, puis bon. Et en fait je voyais les voitures qui passaient, les Palestiniens qui passaient, qui ouvraient la fenêtre, essayaient de me demander si ça allait, mais en fait personne n'osait s'arrêter parce qu'ils savaient que c'était pas un endroit dans lequel ils étaient en sécurité. Et puis au bout d'un moment, il y a quand même, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, il y a quand même 2 Palestiniens de Jérusalem qui s'arrêtent, qui essayent un petit peu de m'aider, on n'y arrive pas trop. En fait je tourne la tête et là d'un coup je vois 6 ou 7 soldats israéliens, l'air grave, armés jusqu'aux dents, qui commencent à avancer vers nous et qui je pense ont vu cette femme blanche entourée de 2 Palestiniens et qui se sont dit « Ouh là là, faut venir l'aider quoi ». Et donc moi qui étais à la fois très alarmée pour ma voiture et en même temps qui les regarde et qui commence à paniquer, donc je me mets à leur faire des grands sourires pour essayer de les rassurer et leur montrer que non, la situation est sous contrôle et je ne me sens pas en danger. Et puis finalement on finit par
pousser la voiture. Donc en fait, ça a donné lieu à vraiment une situation un peu absurde où on voit plusieurs soldats israéliens, les 2 Palestiniens qui se retrouvent à pousser tous ensemble la voiture vers l'entrée de la colonie pour empêcher qu'elle ne bloque la route. Et donc j'ai Wissam au téléphone pour lui expliquer la situation, moi qui suis un peu gourdasse dans ce genre de situation parce que je ne m'y connais absolument pas en voiture. She panicked. She called me. She's like, "Oh, can you come get me? The car is not working." I'm like, "Okay, where are you?" And she tells me where she is, just outside a checkpoint, like meters away from a checkpoint. And like I said, she was new. She didn't understand the situation. I saw her panicking and being scared, so I didn't want to tell her, "Oh, look, I cannot deal with it." Et ma première réaction, ça a été oui, bien sûr, viens m'aider. Je comprends pas trop ce qui se passe. Voilà, en fait, je pense que c'était juste l'envie d'être rassurée et de savoir que lui allait prendre soin de la mécanique ou je sais pas, en tout cas être une présence rassurante pour moi à ce moment-là. To me, it was kind of a test also, like how I will act in such a situation. Am I going to be supportive or am I going to be like, deal with it? Especially considering the fact that she doesn't understand the risk behind it. Et en fait, je me suis pas du tout posé la question à ce moment-là du danger que je pouvais lui faire encourir. Waouh, ok. Alors récapitulons. Juliette rentrait de Jérusalem parce qu'elle faisait les allers-retours entre Jérusalem où elle travaillait et Ramallah où elle vivait. Elle revenait de Jérusalem et se dirigeait vers Ramallah avec sa vieille voiture qui promettait de rendre l'âme un jour ou l'autre, et ça a fini par arriver au croisement entre l'entrée de Ramallah et une colonie illégale israélienne. Donc fatalement, là où sont postés plein de soldats armés et suspicieux de tout et de tout le monde. Là, elle a appelé son copain pour lui venir à la rescousse, et là, vu la situation, on comprend toutes et tous que Wissam se soit posé la question à 2 fois avant de dire « Ouais, j'arrive ». Alors toute la question, c'est de savoir est-ce que Wissam est venu ou pas. So, I took a taxi to the checkpoint. At the time, it was quite a tense situation. There had been a lot of shooting incidents at checkpoints. Soldiers say they suspected that someone will attack with a knife and they shoot anybody who comes near. Israeli soldiers are in high alert. Et en fait, le taxi le laisse à cette jonction à l'entrée de la colonie. Et en fait, les soldats qui étaient postés plus haut voient d'un coup un Palestinien sortir d'un taxi et se diriger vers l'entrée de la colonie. Et donc se disent terroriste, il va venir et il n'a rien à faire ici, forcément il représente un danger. Et donc en fait, moi je voyais pas le soldat, je vois juste Wissam qui commence à avancer vers moi. Et donc j'étais là, j'ai fait des grands signes de la main. So I'm left in the middle of the road standing. Et en fait, d'un coup, je vois son visage qui devient hyper grave, qui se liquéfie, qui devient totalement blanc. Immediately the soldiers at the checkpoint pointing their guns and I'm like, first thing coming into my mind, show your hands. Show your hands, you don't have any knife. Je le vois lui lever les mains en l'air. Et en fait, je comprends qu'il y a un soldat qui est au-dessus et qui est en train de lui pointer son arme dessus en lui hurlant dessus en hébreu. What are you doing? Why are you stopping? Keep going. So I had my hands up like this, open, and I was like, I have nothing, and I started pointing. I'm just coming here to help. Et donc lui qui lève les mains, et en fait les soldats qui étaient derrière moi arrivent en panique vers moi, tu connais. J'étais là, oui, c'est un ami. And she told the soldier who was also next to her, he's with me, he's coming to help. And kind of diffuse the situation, but not entirely. Wissam s'approche de moi au bout d'un moment et je le sens trembler et me dire mais tu te rends pas compte que là le mec a failli me tirer dessus quoi. And the whole time I had a gun pointed at me, which it's a quite scary experience. So yeah, this kind of thing could happen. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais non en fait, ce ne sont pas des choses qui devraient arriver. Si vous vous sentez comme moi en les écoutant, c'est sûrement un mélange de beaucoup d'émotions qui doivent vous envahir. Alors reprenons tranquillement. Wissam est bien venu là où était Juliette pour l'aider avec son problème de voiture et il s'est retrouvé mis en joue par des soldats ultra armés, convaincus qu'il était là pour venir les attaquer, eux ou les colons de la colonie illégale israélienne juste à côté. La situation s'est désamorcée et tout est rentré dans l'ordre. Enfin, dans la mesure de ce que ça peut vouloir dire ici, mais bon. C'était en effet l'exemple parfait pour démontrer ce que c'est qu'une situation normale dans un contexte anormal. Comme le disait Juliette au début de son récit, la question des privilèges se pose donc en des termes de vie ou de mort, à ce stade. J'ai fini par oublier mon privilège et j'ai fini par oublier le danger de la situation dans laquelle on se trouve et dans laquelle je peux le mettre, en oubliant en fait le côté complètement délirant de cette situation sur place et anormal. Et où en fait je me suis retrouvée dans la situation
la meuf un peu débile qui sait pas comment gérer sa voiture et qui du coup demande à son mec de venir l'aider, mais en oubliant le fait que on est dans un pays qui est sous occupation et qu'en fait là il aurait pu se faire tirer dessus ce jour-là, tu vois. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que vous seriez capable de surmonter toutes ces différences ? La différence culturelle, la langue, tout ça bien sûr, mais aussi cette différence de privilèges sur la liberté de mouvement, sur l'économie, la sécurité, être empêché de venir dans le pays l'un de l'autre pour des questions de visa ou parce qu'il existe pour l'un des deux un enjeu existentiel à rester vivre sur ces terres. Ça fait quand même beaucoup d'obstacles, non ? Et le fait de se dire que en fait tout est fait pour nous empêcher d'être ensemble, et donc le fait de se battre et de continuer à faire en sorte que cette relation avance et existe, c'est aussi un moyen de faire un pied de nez à l'occupation et de dire que on continue à vivre, on continue à s'aimer et que vous ne nous aurez pas. Le fait d'être ensemble, c'est aussi finalement un acte de résistance, tu vois. J'ai trouvé cette phrase forte et mignonne aussi. C'est l'amour qui fait faire de grandes choses. Mais ce mot est tellement présent dans la culture palestinienne que je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Wissam s'il était d'accord avec ça. I don't know if I agree on this actually. I don't think I've thought about it this way. I don't know. I'd never thought of us staying together as resistance. It's more that I want to be with this person, and at the moment, right now, this is what it takes. You cannot control who we fall for, huh? It's not political. It's well, maybe it goes back to the same concept of trying to live a normal life under an abnormal situation. Pour une fois, je ne sais pas bien comment résumer son propos justement. Mais je crois que la réaction à chaud de Wissam à la question de savoir si rester ensemble avec Juliette c'était un pied de nez à l'occupation, comme elle dit, ce n'est pas si politique que ça pour lui. Peut-être qu'il n'a pas envie de politiser une fois de plus l'un des aspects les plus intimes de la vie qui est l'amour. Et ça se comprend, non ? Peut-être qu'on se perd dans des élucubrations inutiles, mais les deux, Juliette et Wissam, hommes et femmes pressés, me disent que le temps file. Il est temps pour Juliette de s'éclipser. Bon, je suis désolée, il va falloir que je file parce que là je suis méga à la bourre. Juliette à Paris ou ailleurs, elle reste pressée et Wissam tout autant, mais lui me précise quand même que... I feel like I have more to say, but we have no time for it. Alors du coup, on consacrera un épisode pour aller plus loin à l'amour. Bon, et puis l'un et l'autre qui filent, et moi je me retrouve toute seule à garage. Le temps de me remettre de ces discussions pas banales, et je me souviens que demain, en fait, on doit se lever tôt, très tôt, pour retrouver Lina à la ferme. Cette fois, c'est bien une ferme, une vraie, promis. Alors rendez-vous demain aux aurores pour partir à la ferme. Yallah, je t'emmène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 7e épisode du podcast. Comme de coutume, j'aimerais remercier Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lys pour le joli visuel, Mewen comme co-créateur de ce podcast et évidemment, et peut-être parce que c'est l'un de mes épisodes préférés pour le moment, Juliette et Wissam pour nous avoir partagé un peu, beaucoup, passionnément à la folie, littéralement, de leur histoire d'amour. Shukran jazilan. Un dernier mot exceptionnellement, cette semaine, Marine Vlahovic nous a quittés et on tenait à lui rendre hommage parce que c'est l'un de ses podcasts qui nous a beaucoup inspiré pour ce podcast. Il s'appelle Carnet de correspondante et on vous encourage à aller l'écouter. Toutes nos pensées vont à ses proches. Dans les notes de cet épisode, vous pourrez retrouver toutes les sources et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'en parler autour de vous, le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça. On compte sur le bouche à oreille. Alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.